Question 1. Sur l'étiquette énergie, la couleur du véhicule le moins polluant est verte, réponse A, jaune, réponse B, rouge, réponse C. Alors, comme on peut voir, donc, quand on achète un véhicule neuf, on a une étiquette d'énergie qui va nous préciser donc justement si le véhicule pollue ou pas. Et donc c'est référencé par des lettres et des codes de couleur. Donc forcément, quand le véhicule n'est pas très polluant, on va virer donc sur la couleur verte. Forcément. Et la couleur rouge, forcément, si le véhicule pollue beaucoup. Donc là, on nous demandait le véhicule le moins polluant. Donc c'est la couleur verte. Bonne réponse A. Question 2. La présence d'un triangle dans le véhicule est obligatoire, réponse A, recommandée, réponse B. La non-présence est passible d'une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors la présence du triangle dans le véhicule est bien sûr, je pense que tout le monde le sait, est obligatoire. Donc le gilet jaune et le triangle, donc c'est obligatoire. Alors si jamais donc on n'a pas ce triangle, forcément on a le droit, on est passible d'une amende, bien sûr. Donc bonne réponse A et C. Question 3. L'utilisation intensive de la climatisation a un impact économique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Écologique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc la climatisation, donc ça fait forcément consommer beaucoup plus de carburant. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de l'utiliser quand il n'y a pas besoin. Donc comme ça consomme plus de carburant, forcément ça a un impact économique parce que on va consommer plus, donc il va falloir payer forcément plus de carburant. Donc bonne réponse A. Comme on consomme plus de carburant, forcément on va polluer plus. Donc c'est un impact aussi écologique sur l'environnement. Donc bonne réponse A et C. Question 4. Un délit de fuite est puni d'une peine de prison de 1 an, réponse A, 3 ans, réponse B. Alors un délit de fuite, donc c'est quand on s'arrête, justement on ne s'arrête pas. Donc par exemple si on a commis un accident, on repart, donc c'est considéré comme un délit de fuite. Donc c'est un délit, donc ça c'est très grave, et forcément la peine est à ses conséquences, donc on risque une peine de prison de 3 ans. Donc bonne réponse B. Question 5. Ce véhicule est un véhicule prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois lui faciliter le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Donc ce véhicule, c'est une ambulance. Donc les ambulances, il faut le savoir par cœur, ne font pas partie de la famille des véhicules prioritaires. Un véhicule prioritaire, donc c'est s'il est en intervention, il a le droit forcément, par exemple, de passer au feu rouge, voilà. Il a entre guillemets tous les droits. Donc les véhicules prioritaires, hein, donc c'est gendarmerie, police, les pompiers. Et donc au niveau, alors des fois on confond l'ambulance et le SAMU ou le SMUR. Donc justement voilà, faut pas faire, c'est pas la même chose. Et on a aussi les douanes qui sont aussi des véhicules prioritaires, hein, mais les ambulances ne sont pas des véhicules prioritaires. Par contre, quand ils sont en intervention, on doit leur faciliter le passage. Donc bonne réponse B et C. Question 6. L'installation 1 est correcte. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'installation 2 est correcte. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ici nous avons donc des enfants avec ce qu'on appelle des sièges rehausseurs. Alors pourquoi ils doivent avoir des rehausseurs? Parce que donc par rapport à leur taille, la ceinture de sécurité donc n'est pas adaptée. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit rehaussé pour que la ceinture, surtout celle qui est ici, puisse passer au bon endroit. Alors où doit passer cette ceinture? Donc elle doit passer au niveau de l'épaule et non au niveau du cou. Pourquoi? Parce qu'en cas de choc, donc la ceinture risque de couper forcément le cou, ça risque de faire très mal. Donc c'est pour ça que l'installation numéro 1 n'est pas correcte, puisque là on a la ceinture qui passe au niveau du cou de cette jeune fille. Donc là le siège doit être plus haut, ou la ceinture passée, peut-être, elle est peut-être pas passée au bon endroit au niveau du siège. L'installation numéro 2, au niveau de la ceinture, on a bien la ceinture qui passe au niveau de l'épaule, donc pas de souci pour la 2. Donc bonne réponse B et C. Question 7. La taille des panneaux dépend de la limitation de vitesse, réponse A, des conditions météorologiques, réponse B, de l'acuité visuelle réglementée, réponse C. Alors si vous avez déjà remarqué, donc on a différentes tailles de panneaux. Par exemple, en ville, les panneaux sont assez petits. Sur les routes hors agglomération, on voit les panneaux qui sont déjà un petit peu plus gros. Et carrément, entre guillemets, sur les autoroutes, c'est des panneaux qui sont géants. Vous voyez, les lettres, c'est vraiment des très grosses lettres. Alors pourquoi la taille est différente par rapport à ces panneaux? Donc forcément, ça va dépendre déjà de la limitation de vitesse. Puisque un panneau, il faut le voir quand même assez tôt. Et forcément, par exemple, à 130 km/h, on va parcourir plus de distance que par exemple à 50 km/h en ville. Donc il faut que le panneau soit visible, si on est limité à 130, il faut que le panneau soit visible forcément au niveau de distance de plus loin. Donc c'est pour ça que le panneau sur les autoroutes sont beaucoup plus gros que par exemple en ville. Est-ce que les conditions météo vont changer ça? Donc non, le panneau il est donc le même tout au long de l'année, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, qu'il y ait du brouillard, le panneau ne change pas. Donc non, ça ne dépend pas des conditions météo. Par contre, donc, de l'acuité visuelle réglementée, oui. Je vous rappelle, l'acuité visuelle minimale, elle est de 5 dixièmes. Donc les panneaux sont conçus pour ces personnes-là, cette acuité visuelle minimum. Donc oui, donc bonne réponse A et C. Question 8. Cette manche à air m'indique la force du vent, réponse A, la direction du vent,
réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici on a donc une manche à air. Donc à quoi elle sert cette manche à air? Donc dans les zones où généralement on a un vent assez violent. Donc cette manche à air va nous indiquer au conducteur, donc déjà bien sûr la force du vent. Si comme ici elle est à l'horizontale, hein, c'est un peu comme le même principe quand on souffle sur une feuille de papier, la feuille de papier va se mettre à l'horizontale si on souffle assez fort. Donc là c'est pareil, donc là le vent, on peut voir qu'il est assez fort, la manche à air est à l'horizontale. Si elle serait à la verticale, il n'y aurait pas ou peu de vent. Ça nous annonce aussi bien sûr la direction du vent. Donc là on peut voir que le vent vient de droite et va sur la gauche. Hein, comme un drapeau, on a un drapeau, ça va nous annoncer la direction du vent. C'est le même principe. Donc on avait bien donc bonne réponse A et B. Et comme le vent est violent, bien sûr il va falloir ralentir. Parce que là le vent risque de pousser notre véhicule sur la gauche. Puisque le vent vient de droite et s'en va vers la gauche, il risque de nous pousser vers la gauche. Donc c'est pour ça, pour éviter de faire des écarts importants, on ralentit. Donc bonne réponse A, B et C. Question 9. Je conserve un espace de sécurité devant moi en roulant. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici nous sommes dans un tunnel. Donc dans un tunnel forcément il faut avoir de bonnes distances de sécurité. Bien sûr en roulant, il ne faut pas être trop proche de ce véhicule. Donc que ce soit dans les tunnels ou dans les autres routes bien sûr. Il faut avoir une bonne distance de sécurité. Donc en roulant mais aussi à l'arrêt. Hein. Donc dans les tunnels il faut avoir un grand espace. Pourquoi? Puisque si le véhicule devant moi prend feu, si je suis trop proche, le feu risque de se propager. Si je suis très loin, là il y a moins forcément de risques. Donc voilà, dans les tunnels, même à l'arrêt, il faut avoir de très grandes distances de sécurité, même à l'arrêt, en cas d'incendie. Donc bonne réponse A et C. Question 10. Je remplace ce pneumatique lorsqu'il sera usé. Réponse A. Dès que possible. Réponse B. Je circule sur tous les réseaux à 80 km/h maximum. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors ce pneumatique, donc c'est ce qu'on appelle une roue de secours. Alors par rapport à cette roue de secours, donc on peut voir que la largeur du pneu est très petite. Donc c'est ce qu'on appelle pas une vraie roue. Donc c'est une roue vraiment pour dépanner si on a crevé, pour pouvoir aller jusqu'à un garagiste et faire réparer le pneu qui vient de crever. Donc c'est vraiment en dépannage. Alors, donc je remplace bien sûr ce pneumatique dès que possible. Il faut tout de suite remettre une roue normale, un pneu normal. On ne va pas attendre qu'il soit usé. Et donc on peut voir ici, avec cette roue, si j'ai cette roue sur ce véhicule, donc ma vitesse maximale autorisée sur tous les réseaux, même sur autoroute, va être de 80 km/h. Donc bonne réponse B et C.
Question 11. Pendant le temps de réaction, à 80 km/h, je parcours environ 24 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conserve la même allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pendant le temps de réaction, je parcours à 80 km/h, quelle distance? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de réaction, c'est en moyenne 1 seconde. On met à peu près 1 seconde pour réagir. Alors, comment calculer la distance qu'on parcourt pendant 1 seconde? Donc, c'est assez simple par rapport à notre allure, la vitesse. On va prendre le chiffre des dizaines de cette vitesse. C'est-à-dire, donc, on va éliminer le 0. Donc ça nous donne le chiffre 8. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce chiffre 8? On va le multiplier par 3. 3 fois 8, ça nous donne bien 24 mètres. Donc voilà, donc à retenir, pour calculer ce qu'on parcourt pendant 1 seconde, on prend le chiffre des dizaines de la vitesse et on va multiplier par 3. Par exemple, à 50 km/h, pendant 1 seconde, je vais parcourir 15 mètres. Pourquoi? Parce que 5 fois 3, ça nous donne 15. Donc déjà oui, alors je conserve la même allure. Donc on peut voir sur la vidéo qu'on arrivait quand même une allure assez soutenue. Donc on arrive à un tracteur qui est en train de faucher l'herbe. Donc forcément, on peut avoir un ouvrier qui passe autour du véhicule. Cet ouvrier qui est dans son tracteur est concentré sur sa tâche, il peut certainement pas nous voir, par exemple, si vraiment il est concentré sur ce qu'il fait. Donc voilà, et comme ça c'est étroit, donc il faut mieux ralentir pour faciliter le croisement et surtout le faire en toute sécurité. Donc je conserve la même allure, donc non. Donc bonne réponse A et D. Question 12. L'écart d'usure maximale entre deux pneumatiques montés sur le même essieu est de 1,6 mm, réponse A, 5 mm, réponse B. Alors, l'écart maximal entre deux pneumatiques montés sur le même essieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le même essieu? Donc, c'est soit les roues à l'avant, soit les roues à l'arrière. Donc, les mêmes roues de chaque côté. Donc, soit les roues avant, donc l'écart, donc par exemple, j'installe par exemple des pneus donc neufs sur mon véhicule, je fais je sais pas 30 000 km, donc forcément les pneus s'usent. Le pneumatique peut devenir comme celui-ci. Si jamais je crève, je vais changer forcément qu'un pneu, mais du coup je risque de mettre un pneu neuf. Et le problème, on va avoir un gros écart au niveau de la hauteur, vous voyez, de l'usure. Donc cette hauteur ne doit pas dépasser 5 mm entre les deux pneus. Donc c'est-à-dire si j'ai un vieux pneu d'un côté et de l'autre côté j'ai un pneu tout neuf, l'écart sera trop important. Mais si ça dépasse pas 5 mm, c'est bon. Donc bonne réponse B. Question 13. Pour prendre ma décision, je tiens compte de la couleur du feu tricolore, réponse A, du comportement du piéton, réponse B, je passe, réponse C, je m'arrête, réponse D.
Donc ici, nous arrivons à un feu tricolore. Donc bien sûr, pour prendre ma décision, dans un premier temps, je vais tenir compte du feu tricolore. C'est lui principalement qui va me dire de passer ou de m'arrêter. Là, l'occurrence, il est vert. Il me dit que je peux passer. Donc je vais tenir compte bien sûr de la couleur du feu. Par contre, ici on a un piéton sur notre droite, il va falloir aussi tenir compte du comportement de ce piéton. Qu'est-ce que pourrait faire ce piéton? Tout d'un coup, il pourrait se mettre à courir et se mettre à traverser. Donc il va falloir observer forcément le comportement du piéton. Et si jamais il traverse, là il faudrait s'arrêter. Donc déjà, bonne réponse A et B. Alors sinon, dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe ou je m'arrête? On vient de le voir, le feu est vert, donc on tient compte principalement du feu. Le piéton, donc pas de souci, pour l'instant on voit pas qu'il veut traverser, son regard est plus dirigé par là. Donc je rappelle, pour savoir essentiellement où va aller un piéton, il faut observer son regard, puisque comme en voiture, on regarde là où on va. Donc là, le piéton ne m'informe pas qu'il va traverser sans regarder, etc. Donc dans cette situation, je passe, d'autant qu'en plus, on a un véhicule proche derrière nous. Là, ce serait dangereux de s'arrêter. Donc le feu est vert, je passe. Donc bonne réponse A, B et C. Question 14. La signalisation annonce un passage à niveau. Sans barrière à 50 mètres, réponse A. Avec barrière à 150 mètres, réponse B. Sans barrière à 150 mètres, réponse C. Alors, la signalisation donc annonce bien un passage à niveau, donc c'est ce que stipule ce panneau de danger. Alors par contre, est-ce que déjà c'est avec barrière ou sans barrière? Donc si on a ce symbole, le petit train qui traverse, ça annonce un passage à niveau sans barrière. Il n'y a pas des barrières qui vont descendre pour nous dire de nous arrêter. Donc déjà ça va être sans barrière. Et on a ensuite en dessous ici donc la précision à quelle distance va être ce passage à niveau. Et je vous rappelle, un trait rouge équivaut à 50 mètres. Donc comme là il y en a 3, ça fait 150 mètres. S'il y aurait juste 2 traits, ce serait 100 mètres. S'il y aurait juste un trait, ce serait à 50 mètres. Donc là on a 3 traits. Donc passage à niveau sans barrière à 150 mètres. Donc bonne réponse C. Question 15. En cas d'accident dans un pays européen, je compose le 112, réponse A, 15, réponse B, le 17, réponse C, le 18, réponse D. Alors, si je suis dans un pays européen et que j'ai un accident, donc il faut composer le 112. Tout ce qui est 15, 17 et 18, c'est uniquement pour la France. Donc, pays européen, donc c'est le 112. Et même en France, on peut appeler le 112, ça marche aussi. Donc, bonne réponse A. Question 16. Je remplis avec du lave-glace en zone A, réponse A, zone B, réponse B. Je complète le niveau du réservoir A, à chaud, réponse C, à froid, réponse D. Alors,
Donc ici, on a deux bocals, deux réservoirs. Donc celui-ci, qu'est-ce que c'est? C'est le liquide de refroidissement qui sert à refroidir le moteur avec un liquide. Et en B, donc on peut voir le petit symbole, c'est le produit lave-glace. Donc du coup, on nous demande, donc je remplis avec du lave-glace, donc en zone B, bien sûr. Alors ici, donc le liquide de refroidissement, si je complète le niveau, je fais ça à froid ou à chaud. Donc ce qu'il faut savoir, quand le moteur est chaud, ce liquide de refroidissement, quand il est ici, dans le bocal, il est très très chaud. Ça peut aller jusqu'à 90 degrés. Et ça marche un peu comme une cocotte minute, c'est-à-dire que ce bocal est bien fermé. Donc quand c'est chaud, ça monte en pression. Et si je divise ce bouchon lorsque le liquide est très chaud, on va vite avoir des vapeurs qui vont s'éjecter très rapidement. Et c'est des vapeurs très chaudes. Donc forcément, on risque de se brûler. Donc il faut faire ça de préférence à froid. Si le liquide est froid, là il n'y a pas de danger de brûlure. Donc les bonnes réponses, c'était B et D. Question 17. À 80 km/h, ma distance d'arrêt est d'environ 25 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B, 65 mètres, réponse C, 75 mètres, réponse D. Alors ici on nous demande la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt, je vous rappelle, c'est la distance qu'on parcourt pendant le temps de réaction, le temps qu'on réagisse, plus la distance de freinage, le temps que le véhicule se met à s'arrêter. Donc ça se calcule suivant l'allure qu'on roule. Donc comment ça se calcule? On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse, c'est-à-dire on enlève le 0. Donc quand on barre le 0, il nous reste le 8. Donc à 80 km/h, on va prendre le 8. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce 8? Donc pour calculer la distance d'arrêt, on va le multiplier par lui-même. Donc 8 fois 8, ça nous donne 64 mètres. Donc ce qui nous donne environ une distance d'arrêt de 65 mètres à 80 km/h. Donc bonne réponse, C. Question 18. Je me rabats rapidement à droite pour prendre la bifurcation à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici nous arrivons à hauteur d'une bifurcation d'autoroute. Je vous rappelle, une bifurcation d'autoroute, c'est une autoroute qui se sépare en deux autoroutes. Donc mon souhait c'est de prendre cette bifurcation d'autoroute, par exemple pour aller en direction de Lyon. Alors est-ce que, donc forcément déjà je ne suis pas forcément dans la bonne voie, je suis dans la voie située à gauche, il va falloir que je change entre guillemets deux fois de voie. Donc est-ce que je le fais tout de suite rapidement à droite? Donc pour savoir si on peut changer de voie, surtout qu'est-ce qu'il faut faire avant? Il faut regarder derrière soi si on ne va pas gêner quelqu'un. Donc là on a un véhicule qui se trouve derrière nous. Par contre sur la voie de droite, on a aussi un véhicule qui se trouve derrière nous. Si je le fais rapidement, je risque de gêner très fortement ce véhicule. Donc là il est un petit peu tard pour prendre cette bifurcation. Il aura fallu anticiper. Normalement on a des panneaux à l'avance forcément pour nous prévenir. Attention, bientôt on aura cette bifurcation. Donc il faut toujours se trouver le plus à droite possible pour entre guillemets sortir d'une autoroute. Il aura fallu se trouver comme ce véhicule noir. Donc là il est trop tard, surtout on a un véhicule et on fait jamais rapidement les choses quand on conduit. Il faut toujours que ça soit anticipé. Donc bonne réponse B.
Question 19. Je tourne à droite. J'actionne le clignotant juste avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je tourne sur la droite, donc dans cette petite route. Donc, on nous pose la question à quel moment on va mettre le clignotant. Est-ce que je le mets juste avant de tourner? Donc, juste avant de tourner, ce sera à peu près à cette hauteur-là. Donc, le clignotant, il faut le mettre très tôt. On aurait dû déjà le mettre. Pourquoi utiliser le clignotant très tôt? Vous voyez, on a une personne qui est derrière nous. Si jamais là on freine brusquement, on va le surprendre. S'il est surpris, il va freiner très tard, il risque de nous rentrer dedans. Donc c'est pour ça le clignotant, il va falloir le mettre avant de freiner, avant de ralentir pour pas surprendre celui qui est derrière. Si là je freine et je mets le clignotant qu'à partir d'ici, forcément ce sera vraiment trop tard. Donc je n'actionne pas le clignotant juste avant de tourner. Il faut le faire bien avant. Donc bonne réponse B. Question 20. À bord du véhicule, la boîte à fusibles de rechange est obligatoire, réponse A, facultative, réponse B, recommandée, réponse C. Alors une boîte à fusibles de rechange, est-ce que c'est obligatoire à bord d'un véhicule? Donc non, ce n'est pas obligatoire, comme la boîte à ampoule. Donc ce n'est pas obligatoire. Donc c'est par contre facultatif. Donc bonne réponse B. Donc ce n'est pas obligatoire, par contre c'est fortement recommandé si jamais donc justement on a un fusible qui saute, au moins on peut avoir donc un fusible de rechange donc pour pouvoir entre guillemets réparer. Donc c'est comme pour la boîte à ampoule, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc bonne réponse B et C. Question 21. Cette commande permet de désactiver l'airbag du passager avant, réponse A. Désactiver l'airbag du conducteur, réponse B. De démarrer le moteur, réponse C. Alors cette commande, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Alors généralement on a des choses ou des symboles qui peuvent nous aider et des fois c'est même marqué. Alors généralement c'est en anglais, mais voilà. Donc là on a airbag, donc déjà c'est un airbag et passenger, donc c'est passager. Donc ça permet de désactiver l'airbag du passager avant. Donc là par exemple il est sur la position on, là il est activé. Donc il ne faut pas mettre deux bébés dos à la route. Là par contre si on le tourne donc avec la clé sur ce véhicule, donc si on met off, là l'airbag passager est désactivé. Donc cette commande permet de désactiver l'airbag du passager avant. Donc bonne réponse A. Question 22. L'espace latéral minimum de sécurité à cet endroit est de 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B.
Donc ici, nous sommes en ville, en agglomération. Donc l'espace qu'on doit laisser au minimum avec un piéton en ville, c'est 1 mètre. 1,50 m, c'est hors agglomération. Donc en ville, on doit laisser au minimum 1 mètre. Bonne réponse A. Question 23. Je peux circuler en feu de position seul, réponse A. Feu de croisement, réponse B. Feu de route, réponse C. Sans feu, réponse D. Alors de nuit, je peux circuler en quel feu? Alors les feux, alors déjà quand il fait nuit, est-ce qu'on peut circuler sans feu? Non, il faut au minimum avoir des feux. Alors les feux de position seuls, quand est-ce qu'on les utilise? Donc il faut deux conditions réunies, il faut être en ville et il faut que ça soit éclairé. Donc vu le paysage, on voit bien qu'on est en agglomération, on est en ville, donc tout va bien. Et la chaussée est éclairée, donc je peux utiliser mes feux de position seuls, en ville éclairée. Alors les feux de croisement, quand est-ce qu'on les utilise? Donc les feux de croisement, donc alors peu importe qu'on soit en ville ou pas, il faut qu'il y ait de l'éclairage. Dès l'instant où c'est éclairé, je peux utiliser mes feux de croisement. Donc là c'est le cas, on a bien de l'éclairage, je peux utiliser les feux de croisement. Les feux de route, c'est l'inverse des feux de croisement, c'est quand il n'y a pas d'éclairage. Donc bonne réponse A et B. Question 24. La circulation des cyclomoteurs sur cette route est autorisée? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors les cyclomoteurs, je vous rappelle, hein, c'est ce qu'on appelle les scooters, hein, les 50 cm3. Donc est-ce que c'est autorisé, la circulation, est-ce qu'ils sont autorisés sur cette route? Alors déjà, il faut savoir sur quel type de route on est. Donc l'indice qu'on avait, c'est ces panneaux et surtout la couleur des panneaux. Ce sont des panneaux donc à fond bleu et tout ce qui est panneau à fond bleu, c'est les panneaux pour les autoroutes. Alors, est-ce que les cyclomoteurs ont le droit de circuler sur les autoroutes? Donc non. Hein, les véhicules lents, c'est-à-dire tout véhicule égal ou inférieur à 60 km/h, ne peut pas circuler sur les autoroutes. Donc non, la circulation n'est pas autorisée sur cette route puisque c'est une autoroute. Réponse B. Question 25. J'ai obligatoirement dans mon véhicule le certificat d'immatriculation? Réponse A. Un éthylotest? Réponse B. Un gilet haute visibilité? Réponse C. Un constat amiable? Réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on a obligatoirement dans son véhicule? Donc le certificat d'immatriculation, ce qu'on appelle aussi carte grise. Donc oui, on a obligatoirement ça dans le véhicule. Si on se fait contrôler par les forces de l'ordre, il faut pouvoir présenter le certificat d'immatriculation. Donc un éthylotest, donc oui, c'est obligatoire. Il faut qu'il soit forcément aussi un non usager. Donc un éthylotest est obligatoire dans le véhicule. Un gilet de visibilité, bien sûr, hein, ainsi que le triangle de présignalisation. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le constat amiable n'est pas obligatoire. C'est forcément très conseillé, puisque en cas d'accident, c'est mieux d'en avoir un,
mais ce n'est pas obligatoire dans un véhicule. Donc on avait les trois premiers en obligatoire, donc le certificat d'immatriculation, l'éthylotest et le gilet haute visibilité. Donc bonne réponse A, B et C. Question 26. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors si nous arrivons à une intersection, donc pour savoir si je cède le passage, on va regarder la signalisation. Donc soit par rapport à des panneaux, soit par rapport à un marquage au sol. Donc ici on rencontre un panneau céder le passage et on a bien les pointillés de ce céder le passage. Donc est-ce que je cède le passage à droite? Donc un céder le passage, on cède toujours le passage à notre droite comme à notre gauche. Bon, ici on n'a pas de route à gauche, mais on a bien une route qui vient de droite, donc on doit céder le passage. Si un véhicule arrive à droite, je dois lui céder le passage. Alors par contre en face, donc si un véhicule voudrait tourner, théoriquement, comme le véhicule n'a pas de céder le passage en face, et que nous, on en a un, on devrait lui céder le passage. Sauf qu'ici, c'est un petit peu particulier, puisque est-ce que le véhicule qui arrive en face a le droit de tourner dans cette rue? Donc non, on a un panneau qui nous stipule que c'est en sens unique. Et par rapport à ceux qui arrivent en face, on voit bien qu'on a une ligne blanche continue ici qui les empêche de forcément prendre cette rue. Donc comme tous les véhicules qui arrivent en face vont obligatoirement continuer tout droit, je n'ai pas à leur céder le passage parce qu'on va juste se croiser, on va pas se gêner. Donc là dans cette situation, je cède le passage qu'à ma droite. Donc bonne réponse A et D. Question 27. Dans ces conditions, je circule en feu de brouillard arrière, réponse A, sans accélérer et freiner brusquement, réponse B. Alors dans ces conditions, je circule. Donc là, dans quelles conditions on circule? Donc il y a eu de la neige et peut-être aussi donc ça a gelé, donc éventuellement du verglas. Donc forcément l'adhérence est très réduite. Dans ces conditions, forcément il faut ni accélérer ni freiner brusquement. Si j'accélère trop brusquement, mes roues vont se mettre à glisser, à patiner. Et si je freine brusquement, je risque de bloquer les roues. Et si je bloque les roues, je vais glisser. Donc il faut vraiment, donc dans ces conditions, il faut vraiment être très souple, accélérer tout doucement et freiner tout doucement. Alors par contre, est-ce que j'utilise le feu de brouillard arrière? Donc les feux de brouillard, au niveau de la neige, c'est uniquement quand il y a des chutes de neige, c'est-à-dire qu'il tombe de la neige. Là, on a de la neige, mais qui est sur le sol, donc il ne tombe pas de neige. Donc je n'ai pas le droit, s'il n'y a pas de neige qui tombe, d'utiliser les feux de brouillard arrière. Donc là, on n'avait que la bonne réponse, B, sans accélérer ni freiner brusquement. Donc bonne réponse, B. Question 28. Ces vélos sont en libre service. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ils seront restitués uniquement dans cette station. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Donc ces vélos sont en libre service. Donc oui, on peut les prendre. Donc forcément, question, il faut souscrire un abonnement avant. Hein. On peut pas, ce n'est pas gratuit. Mais oui, je peux prendre n'importe quel vélo. Alors, est-ce qu'ils seront restitués uniquement dans cette station? Donc non, justement, c'est les buts dans une grande ville d'avoir plusieurs stations et forcément de faire juste le trajet qu'on a besoin. Donc bonne réponse, c'était A et D. Question 29. Un simple contrôle visuel permet d'évaluer l'état des plaquettes de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors les plaquettes de frein, donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est cet élément-là. Donc au niveau du système de freinage, comment ça se passe? Donc quand on appuie sur la pédale de frein, on a un piston qui va plaquer donc ces plaquettes de frein contre le disque, ce qui va permettre de freiner. Et donc l'état des plaquettes de frein, est-ce qu'on peut le contrôler juste par un contrôle visuel, juste avec les yeux? Donc oui, au niveau de l'épaisseur, donc il faut présenter ses yeux de l'autre côté. Sur la photo là on peut pas voir, mais en regardant juste un simple contrôle permet donc au niveau de l'épaisseur de ces plaquettes vérifier si elles sont trop usées ou pas. Forcément, s'il reste plus grand chose, c'est qu'elles sont usées. S'il reste encore pas mal d'épaisseur, elles sont encore bonnes. Donc oui, un simple contrôle visuel est suffisant. Donc bonne réponse A. Question 30. La polyconsommation multiplie le risque d'accident mortel par 2, réponse A, 5, réponse B, 14, réponse C. Alors la polyconsommation, donc qu'est-ce que c'est? C'est donc plusieurs substances forcément qu'on va absorber et qui sont néfastes pour la conduite. Donc par exemple l'alcool et les stupéfiants. Donc forcément tout ça, si on prend ça en même temps, ça fait un cocktail explosif. Et bien sûr on n'additionne pas mais on multiplie les risques d'accidents mortels. Et donc ça peut aller jusqu'à 14 fois. Donc on multiplie par 14 le risque d'accident mortel, hein, ce qui est énorme. Donc bonne réponse C. Question 31. Le stationnement en double fil peut être puni d'une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le stationnement en double fil, qu'est-ce que c'est? Donc par exemple, c'est comme ce véhicule ou si ce véhicule donc stationne. Donc c'est interdit. Comme l'arrêt, hein, je vous rappelle, l'arrêt en double fil est interdit sur un parking comme celui-ci. Donc pourquoi c'est interdit? Parce que bah, forcément, si ce véhicule par exemple veut sortir, c'est impossible. Donc c'est pour ça que c'est interdit, bien sûr. Et comme c'est interdit, c'est puni d'une amende, bien sûr, si on le fait. Donc bonne réponse A. Question 32. À la prochaine intersection, je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors nous arrivons bientôt à une intersection signalée par ce panneau. Donc ce panneau, c'est un panneau de danger qui annonce une priorité ponctuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la prochaine intersection, je serai prioritaire par rapport à ceux qui arrivent de gauche comme de droite. Ils auront soit un stop, soit un céder le passage. Donc je cède le passage à droite, donc non, ni à gauche non plus. Donc bonne réponse, B et D. Question 33. Le moteur tourne. Réponse A. Le frein de parquage est serré. Réponse B. La pression d'huile moteur est insuffisante. Réponse C. Alors, est-ce que le moteur tourne sur cette photo? Donc pour savoir ça, il faut regarder ce qu'on appelle le contour, ce qui compte les tours du moteur, la vitesse du moteur, en nombre de tours par minute fois 1000. Donc par exemple, si l'aiguille est au 1, le moteur fait 1000 tours toutes les minutes. Donc si le moteur serait à l'arrêt, l'aiguille serait au niveau du 0. Donc là on n'a plus du 0, donc bien sûr le moteur tourne. Donc le frein de parquage, qu'est-ce que c'est? On appelle ça aussi le frein à main, le frein de parking aussi. Donc est-ce qu'il est serré? Donc le voyant du frein à main, c'est celui-ci. Donc bien sûr, il est serré. Une fois que je vais desserrer mon frein à main, ce voyant doit s'éteindre. S'il reste allumé, c'est qu'il y a un problème au niveau des freins. Il faut surtout pas forcément rouler. D'ailleurs, hein, je vous rappelle, la règle d'or, c'est que quand on roule, aucun voyant rouge doit être allumé. Est-ce que la pression d'huile est insuffisante? Donc, comme on n'a aucun voyant d'huile allumé, tout va bien. Donc la pression d'huile est justement suffisante. Si elle serait insuffisante, on aurait un voyant rouge d'huile qui serait allumé, ce qui n'est pas le cas ici. Donc bonne réponse A et B. Question 34. Je peux prendre la sortie? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici on est sur une voie rapide ou sur une autoroute et on souhaite prendre la sortie qui se trouve ici. La règle d'or quand on sort, c'est de se trouver dans la voie la plus à droite pour emprunter le plus tôt possible la voie de décélération. Est-ce que je suis bien dans la voie la plus à droite? Non, malheureusement je suis dans la deuxième voie. On a la première ici et la deuxième. Est-ce que je peux encore éventuellement prendre cette sortie? Donc non, il est trop tard parce que il faut impérativement la prendre dès le début. Et en plus, ici, on a ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Et sur les autoroutes ou voies rapides, aux abords des sorties, ou éventuellement des entrées d'autoroute, ça dissuade de changer de voie sur la droite. Justement, pour au dernier moment, si jamais on n'a pas anticipé, éviter de donner un coup de volant, c'est beaucoup trop dangereux. Donc même si le camion dans le rétro est assez loin, cette ligne nous interdit de changer de voie sur la droite pour prendre la sortie. Donc je peux prendre la sortie? Non. Bonne réponse B. Question 35. Le marquage au sol est temporaire? Réponse A. Permanent? Réponse B.
Alors, le marquage au sol, est-ce qu'il est temporaire ou permanent? Donc temporaire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est juste pour une certaine durée, c'est pas là tout le long de l'année. Et permanent, donc forcément c'est toujours, toute l'année, ce marquage sera ici. Donc pour faire la différence entre un marquage temporaire et un marquage permanent, c'est au niveau de la couleur. Un marquage temporaire sera jaune, comme sur la photo. Un marquage permanent est de couleur blanche. Donc la plupart du temps, par exemple, on voit des passages pour piétons blancs. Sauf que là, comme ils sont jaunes, c'est un passage pour piétons temporaire. Donc bonne réponse A. Question 36. La distance de sécurité minimum entre deux véhicules à 80 km/h est d'environ 25 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B, 65 mètres, réponse C. Alors là, on nous demande de calculer la distance de sécurité. Donc faites attention à ne pas confondre avec la distance d'arrêt. Alors la distance de sécurité, c'est la distance voilà, qu'il faut laisser entre deux véhicules qui se suivent. Alors cette distance de sécurité, donc déjà il faut savoir qu'en termes de temps, elle est égale à 2 secondes. Il faut laisser 2 secondes entre le véhicule que je suis. Alors comment faire ce calcul? Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est le calcul pendant une seconde. Comment je peux calculer ce que je parcours pendant une seconde? On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc c'est-à-dire on supprime toujours le 0. Donc à 80 km/h c'est le 8. Et ce 8, qu'est-ce qu'on va en faire? On va multiplier par 3. 3 fois 8, ça nous donne 24. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc ça nous donne la distance qu'on parcourt pendant une seconde. C'est-à-dire à 80 km/h, pendant une seconde, je vais parcourir environ 24 mètres. Sauf qu'on vient de dire que la distance de sécurité, c'est 2 secondes. Donc ce nombre, il faut multiplier par 2. Donc 24 fois 2, ça nous donne 48. Ce qui va nous donner forcément environ 50 mètres. Donc à 80 km/h, il faut environ 50 mètres de distance de sécurité. Donc bonne réponse B. Question 37. La ceinture de sécurité est bien ajustée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un rehausseur est nécessaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors sur cette fillette, donc la ceinture, comment elle est? Donc au niveau du bas, pas trop de soucis. Par contre au niveau hauteur, on voit qu'elle l'a passé en dessous du bras. Donc ça c'est pas bien, il faut que la ceinture de sécurité passe au niveau de l'épaule. Pourquoi elle l'a mis peut-être au niveau du bras? Parce que peut-être ça l'a gêné au niveau du cou. Donc elle n'est pas du tout bien ajustée. En cas de choc, voilà, il va y avoir un souci. Alors, est-ce qu'il y a besoin bien sûr d'un rehausseur? Donc oui, le fait de rehausser, la ceinture au lieu de passer assez haut, elle va passer plus basse et au niveau de l'épaule. Donc oui, un rehausseur est nécessaire. Donc bonne réponse B et C. Question 38. L'usage du téléphone au volant est interdit avec un kit oreillette. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Est interdit avec un kit main libre intégré au véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, quand on est au volant d'un véhicule, il faut que nos mains soient libres pour pouvoir donc faire ce qu'il faut, accéder aux commandes, notamment par exemple au niveau du volant, avoir les deux mains sur le volant, changer une vitesse, etc. en même temps. Donc il faut avoir les deux mains libres. C'est pour ça que déjà, comme sur la photo, tenir le téléphone en main, c'est interdit. Ensuite, donc les mains libres, il faut aussi que les oreilles soient entre guillemets libres, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse entendre ce qui se passe autour de nous. Parce que quand on conduit, donc c'est essentiellement les yeux qui vont nous permettre de voir les choses, mais aussi nos oreilles permettent d'entendre un coup de klaxon, un coup de freinage, voilà. Donc il faut pouvoir aussi entendre ce qui se passe autour de nous. C'est pour ça que le kit avec oreillettes est interdit, parce que les oreillettes cachent forcément pas mal le son qui est autour de nous. Donc ça c'est interdit, oui. Par contre le kit main libre intégré au véhicule, ce qu'on appelle aussi le Bluetooth, donc ça c'est complètement entre guillemets sans fil. On a un micro qui est intégré à la voiture et le son sort des haut-parleurs. Donc on n'a rien à faire, c'est comme si on avait quelqu'un qui était à côté de nous et qu'on lui parlait. Mais nos mains sont libres, nos oreilles aussi, donc forcément on entend la conversation, mais en même temps, voilà, s'il y a un coup de klaxon, à l'extérieur on va l'entendre. Donc le kit main libre intégré au véhicule, lui, est autorisé. Donc bonne réponse A et D. Question 39. En marche normale, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en marche normale, qu'est-ce que ça veut dire? Donc en marche normale, c'est-à-dire qu'on roule normalement, on ne fait aucun dépassement. Ici, nous sommes sur une autoroute, donc la règle est claire au niveau du code de la route. Si on ne dépasse personne, on roule le plus à droite possible. Ici, donc, on dépasse personne, on voit bien qu'il n'y a aucun véhicule sur la droite, ni dans le rétro, donc il faut toujours rouler le plus à droite possible, donc dans la voie ici à droite. Ici on a trois voies, 1, 2, 3, donc il faut rouler le plus à droite possible. Donc je suis mal positionné, je dois me placer à droite, et comme ça va libérer ce véhicule. S'il veut rouler plus vite que moi, il va pouvoir me dépasser. Donc je suis bien placé? Non. Bonne réponse B. Question 40. Le refus de s'arrêter à un contrôle routier est un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est passible de 5 ans de prison s'il y a mise en danger de la vie d'autrui. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, refus de s'arrêter lors d'un contrôle routier, donc bien sûr, c'est un délit. Et c'est passible bien sûr de 5 ans de prison. Donc s'il y a mise en danger de la vie d'autrui, c'est-à-dire donc si jamais on met en danger la vie de quelqu'un d'autre. Donc oui, donc bonne réponse A et C.